Ok, ça y est. Bonjour, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Je m'appelle Lalit Rao. Je vous souhaite la bienvenue sur FLCC, une chaîne YouTube sur la langue, la culture et la civilisation française. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin 2021. Je vais interviewer M. Yannick Lelardou. Yannick est un jeune illustrateur ainsi que l'auteur de bande dessinée. Il est basé dans la banlieue parisienne. Yannick détient un compte Instagram très créatif qu'il met régulièrement à jour avec de nouveaux dessins et écrits de ses bandes dessinées. Pour notre réunion Zoom, Yannick et moi, nous allons parler de l'art du dessin, de la bande dessinée et de leur importance et comment la bande dessinée peut aider les gens à bien apprendre la langue française. Merci beaucoup Yannick de me donner cette possibilité de te parler. Yannick, j'espère qu'on peut tutoyer. Oui, bien sûr. Merci beaucoup Yannick. Alors Yannick, ma première question pour toi, c'est quelle est la différence entre les bandes dessinées françaises et les autres bandes dessinées telles que les bandes dessinées américaines, les bandes dessinées belges ou les bandes dessinées italiennes? Alors, sur le principe, on va dire qu'il n'y a pas forcément de grande différence parce que c'est le même média. C'est-à-dire qu'on cherche à raconter une histoire à travers des dessins et un texte en fait qui vient à travers des petites bulles. C'est à partir du moment où on a un récit qui se découpe dans une histoire avec des cases, des personnages dans des décors qui interviennent, qui interagissent entre eux à travers des dialogues, on est dans la bande dessinée. Maintenant, évidemment, il y a eu des directions créatives qui ont été développées dans les différents pays en fonction du mode de lecture, par exemple. C'est-à-dire que les mangas japonais se lisent de la même manière qu'au Japon, c'est-à-dire au lieu que ce soit de gauche à droite, c'est de droite à gauche. Donc ça, c'est des spécificités qui sont culturelles. Pour les comics américains, il y a évidemment une grosse production qui est plutôt sur les super-héros, parce que c'est comme ça qu'ils ont incarné en fait leur récit. Mais il y a aussi une production de bande dessinée américaine qui s'affranchit de ces codes-là et qui développe des histoires plus proches des romans graphiques qu'on va trouver aussi en Europe. Après, entre la Belgique et la France, je crois qu'il n'y a pas vraiment de différence dans le sens où ce qu'on appelle l'école franco-belge, à la base, c'était les bandes dessinées de dessins d'humour qu'on pouvait trouver dans les magazines de l'époque et qui ont donné naissance à Tintin d'un côté et Astérix de l'autre. Ensuite, toute la nouvelle génération de bandes dessinées qui est apparue par la suite dans les années 80, 70, 80, 90, tout ça, c'est des bandes dessinées qui étaient plus mûres, puisque la bande dessinée, la première bande dessinée, on l'attribue à Topfer et au récit de Little Nemo. Donc là, on a une histoire en fait de la bande dessinée qui est quand même déjà assez avancée, et on peut dire que maintenant, il y a beaucoup de gens qui font de la bande dessinée, il y a des formes très diverses, et à part quelques spécificités éditoriales, on est quand même sur le même média. Donc les différences, ce n'est pas des différences vraiment importantes, c'est juste une adaptation à un format en fonction des contraintes. Donc, chaque pays a des spécificités différentes, des contraintes différentes, et ainsi les illustrateurs travaillent, c'est ça? Oui. Par exemple, aux États-Unis, c'est plutôt des récits d'une vingtaine de pages. Parce que pour eux, c'est plus facile de fabriquer en grande série des petits fascicules de 20 pages. Donc, ils demandent à leurs auteurs de travailler sur ce format-là. En franco-belge, pendant des années, avant qu'il y ait des romans graphiques avec une pagination plus importante, on demandait
aux auteurs de rentrer dans un format qui était le 48 pages. Et donc, pourquoi 48 pages? Parce qu'en général, ces albums-là, ils étaient pré-publiés dans les livres. Les livres étaient pré-publiés dans les magazines de bande dessinée, dans les journaux. Et dans ces journaux, ça sortait par épisode de 8 pages. Donc, c'était des multiples de 8 pages. C'était des épisodes, excuse-moi de t'interrompre, c'était des épisodes quotidiens, hebdomadaires, comment en fait hebdomadaire, oui. Hebdomadaire. Oui. Donc, le rythme était très soutenu parce que les auteurs devaient, bon, ils préparaient les choses d'avance, hein, mais une fois qu'ils en avaient un petit peu d'avance, ils pouvaient lancer les prépublications à raison de 8 pages par semaine, donc un rythme très soutenu pour de la bande dessinée. Parce que quand même, il y a le dessin, il y a aussi l'histoire, la mise en scène, il faut travailler aussi sur les couleurs, il y a beaucoup de choses à faire pour réaliser une bande dessinée. Ok. Yannick, toi, tu es un illustrateur, un auteur de bande dessinée. Donc, je voudrais bien savoir comment tu t'es intéressé à la bande dessinée. Est-ce que tu peux raconter en détail, alors, quel a été ton parcours et... Oui. Bon, déjà, moi, quand j'étais petit, mon père nous lisait des bandes dessinées. C'est un peu comme ça que j'ai appris à lire et à m'intéresser aux livres. Donc, bon, il me lisait Joanne et Pierre-Louis. Ça, c'est une bande dessinée donc franco-belge, quoi, un peu humoristique, du même dessinateur que les Schtroumpfs. Et donc, on a appris un peu comme ça. Et surtout, moi, j'ai eu un choc émotionnel quand j'ai vu certains auteurs. Quand j'avais 9 ans, je suis tombé sur une bande dessinée d'un auteur qui s'appelle Rosinski, qui est un auteur polonais, et qui a réalisé la série Torgal. Et je suis tombé en fait au magasin avec ma mère sur cet album-là et je suis resté bloqué. Ma mère me l'a acheté et j'ai dévoré ensuite toute la série et j'ai recopié les dessins qu'il y avait dans les albums. J'ai refait tous les dessins, j'ai refait toutes les couvertures. J'ai tout refait en fait. Donc j'étais vraiment… et je pense qu'un des premiers apprentissages pour faire de la bande dessinée, c'est aussi de regarder effectivement les autres et de ne pas hésiter à recopier dans un premier temps. De toute manière, il faut apprendre. Hein, donc, on peut recopier. Et puis, par la suite, les histoires vont venir en fonction de notre propre vécu, par rapport à ce qu'on a envie de raconter. Ok. Mais, en fait, c'était juste que tu avais de l'intérêt pour la bande dessinée. Mais tu es illustrateur. Tu es auteur de bande dessinée. Donc, est-ce que tu as suivi une formation académique ou bien, en fait, comment tu travailles dans ce domaine? Ok. En fait, moi, j'ai fait à l'issue de la troisième, hein, donc à l'issue du collège, en France, on choisit effectivement une orientation et moi, j'avais trouvé les arts appliqués. Donc, c'est un métier qui forme à la fois pour être architecte ou designer ou illustrateur. On peut tout faire avec ce diplôme-là, mais en tout cas, c'était surtout un diplôme qui permettait d'apprendre et de dessiner beaucoup. Donc, j'ai fait ces études-là, arts appliqués, c'est un bac, et ensuite, je me suis orienté sur la communication visuelle, parce que dans la communication visuelle, il y a une spécificité sur l'illustration. Donc, j'ai eu aussi un brevet de technicien supérieur en communication visuelle. Et donc, ce métier, en fait, ce diplôme-là, ça permet de devenir aussi graphiste. Donc, je suis à la fois graphiste et illustrateur, et je fais de la bande dessinée aussi. Alors, la bande dessinée, je ne l'ai pas appris dans une école. Je faisais partie d'ateliers de bande dessinée, donc en groupe associatif. On a appris en fait ensemble, quoi. Mais bon, je me suis aussi beaucoup intéressé à la littérature au sujet de l'écriture de scénarios. Il y a beaucoup de livres sur la manière dont on écrit un scénario, concevoir une histoire. Et donc, on a quand même plusieurs supports pédagogiques qui sont accessibles pour pouvoir apprendre à faire de la bande dessinée. Ok. Donc, grosso modo, tu voudrais bien dire que le brevet que tu as fait t'a permis de devenir graphiste et illustrateur. C'est ça. C'est ça.
Alors, Yannick, pour les apprenants de la langue française, moi j'ai remarqué que chaque apprenant a un style différent. Par exemple, il y a des apprenants qui apprennent bien en regardant un film. Il y a, il y a bien des autres apprenants qui apprennent la langue française par le biais de la musique, du théâtre. Alors, moi, parce que tu es graphiste et tu travailles dans le domaine de bande dessinée, je voudrais bien te demander comment est-ce que les débutants de la langue française peuvent-ils apprendre le français à travers la bande dessinée? Alors, je crois que dans l'apprentissage de la langue française, bon, moi, j'ai des enfants en bas âge, là, actuellement. J'ai un enfant, il a 3 ans et l'autre, il a 5 ans. Bon, celui de 3 ans, pour l'instant, il n'est pas encore, il peut pas encore lire, mais celui de 5 ans, il commence déjà à lire, à écrire. Je crois que ça passe quand même aussi beaucoup à travers la méthode qu'ils utilisent à l'école. Là, c'est l'école Montessori. Okay. C'est une pédagogue italienne du siècle dernier qui a vraiment travaillé sur déjà les lettres rugueuses. C'est-à-dire que les lettres, elles sont dessinées avec une matière, ce qui fait qu'on dessine les lettres avec le doigt. Aussi, quand ils lisent avec les syllabes. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser l'alphabet A, B, C, D, E, F, ils utilisent l'alphabet A, B, C, D, E, F. Tu vois? Donc là, en fait, quand ils lisent la lettre F, ils ne disent pas F, ils disent F. Donc, et du coup, quand on met à côté du A, ça fait sur F. la phonétique, tu veux dire? Voilà. Okay. Ils travaillent avec la phonétique. Et donc ça, effectivement, dans l'apprentissage, je pense que c'est intéressant de voir un peu ces méthodes-là. Pour ce qui est de la bande dessinée, ce qui est important, c'est qu'on peut prendre une bande dessinée et en faire du théâtre. C'est-à-dire que chacun peut faire le rôle d'un des personnages. Oui. Et on peut se concentrer aussi sur des formats courts. Et aussi, la bande dessinée, ce qui est bien, c'est que souvent, quand c'est de la bande dessinée humoristique, il y a un gag. Donc, il y a un début, un développement et une fin. Et à travers une page de bande dessinée de gag, il faut bien la choisir, mais en général, ça va rentrer. Ça va rentrer pourquoi? Parce que les répliques avancent avec un intérêt. Il y a peu de descriptions trop longues à prendre. Ce n'est pas de la littérature qui est expansive, c'est de la littérature qui est au contraire dans l'économie. Donc, effectivement, je pense qu'un exercice intéressant à travers la bande dessinée, c'est de chercher à faire jouer les lecteurs un des rôles ou les deux rôles d'un gag, mais un gag, après, voilà, ça peut être un boulet bill, ça peut être, faut choisir les bandes dessinées, mais en général, les bandes dessinées, par exemple, les Schtroumpfs, les boulet bill, tout ça, c'est des choses qui sont très, très bien écrites et qui tombent bien, quoi. Ok, c'est bien. Alors, mais il y a un problème, vraiment, il y a un souci, un problème avec la bande dessinée. Peut-être c'est typiquement indienne, ou bien c'est la mentalité indienne, ou bien je ne sais pas quelle est la situation en France, mais quand même, je te pose cette question. C'est que la plupart des gens croient que les bandes dessinées sont créées uniquement pour les enfants et les jeunes. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ce constat? Non, bah, en fait, la bande dessinée, il y a un slogan qui disait que c'est de 0 à 77 ans. Pourquoi? Okay. Parce qu'on trouve un public, évidemment, jeunesse. Et bon, quand on est apprenant, c'est pas plus mal de commencer déjà avec des récits jeunesse. Moi, je pense qu'il faut commencer tôt l'apprentissage des langues et je pense qu'il faut effectivement pas hésiter à utiliser le format jeunesse. Mais la bande dessinée, désormais, ça fait plus d'un siècle qu'elle existe et elle a maintenant développé différents courants et notamment des récits qui sont beaucoup plus qui vont beaucoup plus loin dans la psychologie des personnages, qui racontent des fois des faits historiques réels, et qui voilà, et qui ne s'empêchent pas de tout dire, quoi. Okay. Donc, on est quand même sur des récits après
qui sont à prendre quand on est adulte. Donc, il y a vraiment des récits adultes. Okay. Il y a des récits jeunesse, il y a des récits adolescents, il y a des récits pour chaque âge. OK. Okay. Yannick, tu es de France, où il y a une grande tradition de bande dessinée. Les bandes dessinées sont fêtées et les bandes dessinées, on donne beaucoup de respect aux bandes dessinées parce que la bande dessinée, c'est le 9e art en France. Donc, selon toi, comment est-ce que la France est devenue un pays si important pour la bande dessinée? Pourquoi la bande dessinée est-il si populaire en France? Bon, alors, on peut effectivement se poser la question pour la France, mais on peut aussi regarder ce qui se passe au Japon. Okay. Au Japon, les maîtres mangaka, c'est beaucoup plus… C'est encore… Enfin, les maîtres, c'est vraiment des maîtres comme les maîtres d'arts martiaux ou les maîtres de calligraphie. Ils sont très, très respectés. Hein. C'est beaucoup plus qu'en France. Hein. En France, effectivement… ce qui est bien, c'est que c'est quand même un média qui a effectivement un large public, qui existe depuis suffisamment longtemps pour créer sa propre histoire, qui est effectivement qui est défini comme le 9e art. Donc, il y a des salons de bande dessinée, il y a, il y a des remises de prix en fonction, comme pour le cinéma, sur le scénario, sur la qualité des couleurs, du dessin, tout ça. Oui. Donc, en fait, c'est un peu comme pour le cinéma. En fait, mais ça reste au niveau de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'entre le festival d'Angoulême et le festival de Cannes, le festival de Cannes pour le cinéma, c'est beaucoup plus de choses mises en place. Hein. Oui. Et effectivement, oui, c'est peut-être parce que tout simplement, le berceau, on va dire, de Tintin, c'est franco-belge. Donc, c'est surtout une question historique. Hein. Si la bande dessinée avait commencé ailleurs, c'est là qu'elle serait plus forte, quoi. Ok. Tu as parlé de l'Angoulême, le mec de la bande dessinée. Alors, donc, ma prochaine question concerne la ville d'Angoulême. En France, chaque année, l'art de la bande dessinée est fêté à Angoulême, qui a son propre festival de la bande dessinée. Est-ce que tu vas à Angoulême pour assister à ce festival? Si oui, pourrais-tu partager tes expériences avec nos téléspectateurs et téléspectatrices? Ouais. Moi, j'ai été longtemps au Festival d'Angoulême en tant que visiteur. Et c'est vrai que l'année où j'ai été invité pour la sortie de mon album Maria Sibila Merian, parce que ça tombait exactement en même temps, ça faisait vraiment plaisir de découvrir l'album que je n'avais pas vu fabriqué. Je l'ai découvert sur les étals de la librairie du Festival d'Angoulême. Donc là, effectivement, j'étais fier, j'étais vraiment très fier d'être enfin dans les étals, dans les étagères de la librairie. Et c'est un super festival, hein, c'est-à-dire qu'il y a un peu tout pour passer 5 jours sans s'ennuyer. Il y a à la fois des conférences, du théâtre dessiné, des spectacles, des dédicaces évidemment qui sont organisées sur les stands des éditeurs. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont organisées. Okay. Et il y a un pavillon aussi pour les jeunes talents. Donc ça, c'est intéressant, le pavillon jeunes talents, parce qu'ils font rencontrer des auteurs professionnels et des apprentis auteurs. Donc ça, c'est un pavillon qu'il faut aller voir absolument. OK. Toujours la question, en fait, toutes les fois qu'on pense aux bandes dessinées, on a cette question que les bandes dessinées sont conçues comme le divertissement et le plaisir, ou bien les bandes dessinées fournissent également d'autres possibilités de jeunes gens de faire une carrière. Qu'est-ce que tu en penses? Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'est pas que des bandes dessinées. Les bandes dessinées, c'est pas que pour faire du divertissement, puisqu'il y a aussi, il y a beaucoup de formes. Mais par exemple, quand on prend l'adaptation d'un roman en bande dessinée, bon,
Ça veut dire l'auteur de bande dessinée doit retranscrire son impression du livre à travers des images et des textes qu'il va devoir réécrire pour rentrer dans un format plus court. Donc, c'est un gros travail d'adaptation. Absolument. C'est d'ailleurs le même travail qui est réalisé par les cinéastes. C'est-à-dire que quand ils doivent adapter un roman en film, ils doivent remettre en perspective l'ensemble. Absolument. Et je pense qu'effectivement, on est là, quand on est un auteur de bande dessinée et qu'on commence à travailler sur des adaptations littéraires, sur des portraits aussi de personnages connus et tout ça, on est sur quelque chose de plus didactique, hein, qui peut même être très pédagogique, et ça ouvre d'autres perspectives. Ça peut aussi ouvrir la perspective du cinéma. Alors, le cinéma traditionnel ou le cinéma d'animation, le dessin animé aussi. Okay. Yannick, parle-moi du quotidien d'un auteur de BD. Tu étais un auteur de BD. Alors, quel est le quotidien d'un auteur de BD? Ouais, alors, ça à quelle heure tu dépend. te réveilles? Qu'est-ce que tu fais toute la journée? En fait, tu commences de 6 heures jusqu'à 21 heures. Alors, qu'est-ce que tu fais? En fait, ça peut dépasser, hein, parce que, en définitive, je pense que ça dépend un petit peu de chacun, comment ils organisent son agenda. Mais moi, personnellement, là où j'ai les idées le plus claires, ce n'est pas la nuit, c'est plutôt le matin. Il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent toute la nuit parce que c'est là où ils sont sûrs d'être au calme. Un auteur comme Rosinski, le jour, il fait sa vie de famille et la nuit, il travaille. Moi, je préfère, en règle générale, travailler plutôt le matin parce que c'est là où j'ai les idées les plus claires. Et après, ça dépend à quel moment je suis de l'élaboration de la bande dessinée, parce que pendant un gros moment, ça va plutôt être de l'écriture, des recherches graphiques, des recherches sur les personnages, sur les décors. Donc, ça va être beaucoup de croquis et de réflexion. Et puis ensuite, et c'est en général ce qu'on retient simplement de l'auteur, c'est quand il commence à penser, enfin, à vraiment réaliser les planches de bande dessinée, c'est-à-dire les pages. Et ça, en fait, c'est vraiment le résultat de toute la recherche qui a été faite avant pour bien préparer les choses. C'est-à-dire que quand on est en train de faire la planche de bande dessinée, il ne faut plus qu'on soit en train de réfléchir qu'est-ce qui va se passer. On est en train de réaliser la planche, donc on est complètement dans le dessin. Et là, quand on rentre complètement dans le dessin ou dans la couleur ou dans l'ancrage, en fait, le temps, il n'y a plus de temps. C'est-à-dire que ça peut, enfin, si on n'était pas, effectivement, moi, j'ai une vie de famille, donc j'essaye de me structurer. Mais s'il n'y avait pas les autres pour nous dire stop, on ne s'arrête pas. Oui, oui. Mais parle-moi un peu de, par exemple, parce que tu as parlé des croquis, alors parle-moi un peu de l'inspiration. En fait, comment est-ce qu'un auteur de BD décide sur quel sujet il va travailler, il ou elle va travailler, comment, de quelle manière? Par exemple, Largo Winch, par exemple, juste te donner un exemple, Largo Winch ou bien Enki Bilal, des gens comme ça, comment ils décident quel sujet choisir, quel sujet éviter, tu comprends? Donc, tu peux me parler de toutes ces choses-là. Oui. Bon, si on regarde Largo Winch, c'est réalisé par un auteur, donc il y a un scénariste et un dessinateur. Oui. Donc, le scénariste, Jean Van Hamme, et le dessinateur, Philippe Franck. Lui, Jean Van Hamme, par exemple, Largo Winch, ça vient directement de son inspiration personnelle au niveau de son travail. C'est-à-dire qu'au début, il travaillait comme commercial pour Philips, avant la création des CD et tout ça. Et donc, Philips, l'entreprise hollandaise. Ouais, c'est peut-être hollandais à la base, mais c'est ceux qui ont. C'est les grosses boîtes de technologie, quoi. Ah oui, oui, Philips qui fabrique des radios, tout ça, télévision. C'est ça. Ouais. Lui, il était commercial là-dedans. Et donc, il voyait le monde des affaires. Il voyait le monde des affaires, il voyait un peu les caractères des personnages et tout ça. Et en fait, à un moment donné, il en a eu marre. Et comme tous les soirs, il écrivait des histoires par rapport à ce qu'il avait vu.
Et un jour, en fait, en même temps, la bande dessinée, ça l'intéressait. Tu veux dire qu'il avait un carnet dans lequel il notait tout ça? Voilà, lui, en fait, il notait ses histoires, ce qu'il voyait en fait dans son travail, et puis un peu d'extrapolation aussi. Hein, il a inventé des trucs, mais il écrivait des histoires dans son cahier. Et c'était des choses à la fois des choses vécues et des choses vues et des choses entendues. Bon. Et un jour, donc comme la bande dessinée c'était un média qui lui plaisait, il a proposé son scénario, il a proposé son histoire à un dessinateur. Et le dessinateur, lui, il a aimé ce scénario, donc il a voulu le dessiner. Mais ce n'est pas lui qui l'a conçu. Donc l'histoire, elle est vraiment, pour ce cas-là, vraiment conçue par le scénariste, et le dessinateur, il a fait en sorte d'embellir cette histoire en la mettant en image. Donc ça, c'est vraiment… Voilà. Moi, par exemple, quand Enki Bilal, Enki Bilal, il a beaucoup d'idées dans sa tête, il fait des rêves. Il fait beaucoup de rêves. Et en fait, il essaye de mettre sur le papier ses rêves. Lui, c'est vraiment ça. Tout se passe dans sa tête. Donc après, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? On ne sait pas. Voilà. Et donc, moi, par contre… Et toi, personnellement, comment tu travailles, par exemple? Comment tu travailles sur tes BD, alors? Alors, quand on commence par une idée principale. Donc, on a cette idée principale et on va essayer en fait d'y accrocher à peu près toutes les petites anecdotes, tous les petits trucs qu'on a pensés au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, quand on crée un scénario, c'est le résultat de plein de choses auxquelles on a pensé il y a des années, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a une idée, le plus important, c'est de l'écrire pour ne pas l'oublier. Donc, et même si on ne s'en sert pas tout de suite, on s'en servira un jour. Ça, c'est un truc très important. Il faut écrire toutes ces idées. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un journal, un journal de bord, un journal intime, un cahier, en tout cas, avec soi, dans lequel on écrit tout. Et ensuite, on vient piocher là-dedans. Et une fois qu'on a une idée directrice, on arrive facilement, en fait, à reconstituer. Parce que c'est toujours quelque chose qui vient d'il y a longtemps, en fait. C'est toujours quelque chose qu'on a toujours voulu faire, en fait. Donc, en fait, on ne fait pas un livre comme ça. Bon, sauf quand on répond à une commande. Si on répond à une commande, bon, bah, on fait ce qu'on nous demande, quoi. Mais quand c'est une création pure, ça veut dire que c'est le résultat d'une longue gestation. Et voilà, donc on écrit l'histoire. L'important, c'est d'abord l'histoire. Donc, on écrit l'histoire et après, on commence à mettre en image. Et on fait de la même manière qu'un cinéaste, c'est-à-dire qu'on imagine la scène. On joue les personnages. On est tous les personnages. Les auteurs, ils sont tous les personnages de leur bande dessinée. Pourquoi? Parce qu'ils jouent chaque personnage et ils essayent de voir dans quel décor ils sont, c'est quoi la meilleure scène pour faire passer tel message. Pourquoi est-ce qu'on va faire une scène dans tel lieu? Pourquoi est-ce qu'il pleut? Parce qu'il y a une influence dramaturgique sur chaque élément. S'il pleut, bah, c'est parce qu'il ne faut surtout pas faire cette scène-là quand il fait beau. Sinon, ça casse tout. Il y a toujours des choix, en fait. Tu as parlé des idées, mais des idées purement fictives ou bien des idées vécues, par exemple, parce que tu sais, il y a plusieurs BD qui sont basés sur le livre. Tu sais, l'adaptation des livres qui ont été grands succès, des classiques. Mais il y a aussi des BD purement, purement basées sur les idées récentes, les idées contemporaines. Donc, qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles des idées? Des idées quoi? Des idées fictives ou bien des idées associées avec des événements du passé? Pour moi, évidemment, moi, je suis un cas particulier comme tout le monde. Tout le monde a un cas particulier. Moi, je fais plutôt de la bande dessinée historique. Donc, j'essaye toujours de m'ancrer dans une histoire qui a existé. Et dans la grande histoire, j'essaye de raconter une petite histoire, celle du personnage. Et à travers sa petite histoire et des événements, des obstacles qu'il va franchir, ses sentiments et tout ça, on va avoir à la fois un vécu précis qui est fictif en fait, parce qu'on essaye de raconter l'histoire, mais on n'est pas forcément dans la réalité pour ce personnage-là. Mais par contre, on est dans un ancrage
global qui est historique et qui est du coup connu par tous ceux qui connaissent cette histoire-là. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que si on lit un album de bande dessinée historique dans un pays où on connaît pas, dont on ne connaît pas l'histoire, des fois, on peut louper des choses. Mais on peut aussi se mettre à s'intéresser à l'histoire de ce pays parce que, justement, cette BD-là nous a intéressés. Hein, ça va dans les deux sens. Okay. Yannick, qui sont les célèbres dessinateurs, les célèbres auteurs de la bande dessinée qui t'ont inspiré? Pourrais-tu nous parler d'eux et également de leurs œuvres? Bon, moi, mon principal auteur, celui qui a vraiment inspiré le plus mon travail, c'est Rosinski. Rosinski, c'est un auteur de bande dessinée donc, qui est polonais à la base. Je vais attraper un livre. Oui, oui. Attends. Voilà, par exemple, ça, c'est le travail de Rosinski sur sa série Torgal. Donc ça, c'est vraiment un auteur de bande dessinée qui m'a vraiment inspiré, que j'ai beaucoup lu, beaucoup recopié et tout ça. Et lui, c'est un Polonais qui maintenant est aussi belge et qui vit en Suisse. Enfin, c'est un international, quoi. Et il a un parcours aussi un peu atypique. C'est peut-être pour ça aussi qu'il fait des bandes dessinées super géniales. Voilà, quoi. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a travaillé en Pologne pendant des années. Et puis un jour, il a fallu bouger parce que son travail il était stoppé à la frontière parce que le courrier ne fonctionnait plus. Donc lui, il pouvait pas en fait ne pas travailler, quoi. Donc il a décidé de partir en Belgique pour livrer lui-même ses planches. Et finalement, il est resté pendant un moment. Et puis maintenant, il va à droite, à gauche. Il fait les allers-retours. Et les dessinateurs célèbres comme Claire Bretécher, ou bien Plantu, ou bien des gens qui travaillent pour le Charlie Hebdo, est-ce que quelle est ton impression de ces gens-là? Alors là, c'est un autre domaine, on est plus dans le dessin de presse. Ok. Enfin, oui. En fait, il faut comprendre que maintenant, on a un petit peu fait des classements dans les différents styles d'auteurs. Et du coup, alors là, on est plutôt sur le dessin de presse. Où moi, j'aime beaucoup le dessin de presse parce qu'à travers un humour, parfois un humour acéré, on appelle un humour noir, on a aussi une autre lecture des choses. Moi, de toute manière, je suis ouvert à tout ça. Donc, j'aime beaucoup tout ça. Mais tu as dit que ces gens-là, ils font partie de cette dessin de presse. Donc, oui. Est-ce qu'ils sont exclus des festivals comme Angoulême ou bien Non. Ok. Non, on trouve. Ok. Bien sûr, on trouve beaucoup de dessinateurs de presse, même dans les festivals de bande dessinée. De toute manière, la bande dessinée, je l'ai dit, à partir du moment où on a une case, on a deux cases, une action qui se passe entre deux cases avec un personnage, des bulles avec des dialogues, on est dans la bande dessinée. Donc, même un dessin de presse, même si souvent il est plus synthétique, il est souvent en une seule image, il utilise les codes de la bande dessinée, donc c'est de la bande dessinée. Et quand je dis dessin de presse, c'est parce qu'en fait, ils réagissent sur l'actualité, donc à la manière d'un journaliste, en fait. Ils ont la carte des journalistes, les dessinateurs de presse. Donc, ils ont une activité qui est assimilable aux journalistes. OK. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, il est temps pour moi de poser ma dernière question. Nous faisons cette réunion Zoom pour une chaîne qui s'appelle FLCC.
C'est une chaîne pour les apprenants de la langue française. Yannick, quel message aimerais-tu donner aux téléspectateurs, aux téléspectatrices de cette chaîne pour qu'ils puissent améliorer leur français? Effectivement, je pense que la peut être un biais intéressant pour s'y mettre, hein, pour découvrir le français. Oui. Non seulement parce que on va apprendre à lire, mais aussi à interpréter aussi ce qui est écrit directement avec les images. Donc, ça peut être un bon support pédagogique pour apprendre. OK. Donc, et bon courage, parce que le français est compliqué quand même. Oui, bien sûr, c'est compliqué, mais les bons désignés facilitent les choses. Parce que Ouais. On augmente non seulement nos capacités de lecture, mais aussi nos capacités de références culturelles. Parce que Oui. une bonne désignée a deux avantages. On apprend beaucoup sur la culture et on augmente aussi notre concentration, nos capacités de lecture. Donc, dans ce sens, la bande dessinée est un très bon outil et en fait, j'espère que les apprenants vont lire beaucoup plus, lire davantage de bandes dessinées que Yannick a mentionné dans cette réunion. Alors, merci beaucoup Yannick, merci et c'était vraiment un bon plaisir pour moi, un grand plaisir pour moi de t'avoir parlé, d'avoir connu l'univers Merci pour l'invitation. dans lequel tu travailles et c'est formidable. Merci. Merci beaucoup Yannick. Merci beaucoup. Merci pour l'invite. OK.